Avec ma pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous du grand entretien de Lyon Décideur. Merci à ma pièce de nous accueillir. À 33 ans, il a été le plus jeune commandant de sous-marin nucléaire d'attaque, un rêve d'enfant. Puis il a rejoint le monde de l'entreprise, gravissant les échelons jusqu'à ce que son beau-père lui demande de prendre la présidence de Vicat en 2014. Guy Sidos, PDG du groupe Vicat, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avec Maxime Feuillet, nous allons revenir sur ce parcours singulier, sur votre mode de management des hommes, sur ce que représente aujourd'hui le groupe Vicat, dernier groupe cimentier français indépendant. Un groupe, on va dire, écologique avant l'heure, vous nous direz pourquoi dans un instant. Un groupe qui a décidé de transférer son siège social de Paris-La Défense à l'île d'Abo cet été et qui vient d'annoncer qu'il s'associe avec Serfim pour reprendre une activité de Sibuet Environnement en Savoie. Bref, les actualités ne manquent pas. Pour vous interroger avec moi, Maxime Feuillet. Bonjour. Bonjour. Maxime, journaliste à la rédaction de Lyon Décideur, qui vous pose la première question. Et la première question, c'est la question rituelle du club Lyon Décideur. Guy Sidos, quelle est votre définition du décideur ? Je dirais que la réponse est dans la question. C'est probablement celui qui donne le cap, en particulier le cap dans le mauvais temps. Est-ce que vous pouvez noter des différences, des spécificités entre le fait d'être un décideur dans l'armée et en entreprise ? Il y a une différence fondamentale, c'est que dans l'armée, sur un bâtiment de combat comme celui que j'ai commandé, j'ai eu le privilège de commander pendant 3 ans, et je suis resté presque 18 ans dans la Marine nationale, vous mettez en œuvre des équipements qui ont une influence sur la vie de votre équipage, la vie des personnes du bateau ou de l'équipement sur lequel vous allez vous déchaîner. Donc ce rapport à la vie et à la mort est quelque chose de fondamentalement différent. Sur la gestion des hommes, les différences sont minimes, je devrais dire. Alors, Guy Sidos, vous êtes un ingénieur de la navale. Vous avez toujours dit que la marine, c'était un rêve d'enfant pour vous. La première partie de votre carrière, c'était donc une vocation ? Oui, une vocation, on appelle cela comme ça, probablement influencée par les histoires que mon père me racontait quand j'étais enfant. Mon père s'était engagé à 16 ans, en 1939, et a combattu pour la France pendant 6 ans. Il était donc ancien combattant à 22 ans, et ces récits ont bercé ma jeunesse et ont probablement été déterminants sur ma volonté de m'engager pour servir. Votre père donc était un marin, c'était aussi un chef d'entreprise. Vous aviez déjà cet héritage de vos 2 carrières finalement ? Oui, c'est un exemple. On croise dans une vie d'homme, on croise parfois des gens exceptionnels. J'ai eu le privilège et le plaisir d'avoir un père tout à fait exceptionnel. Alors, vous avez commencé par un tour du monde à 18 ans, sur la Jeanne d'Arc. Vous l'avez évoqué, commandant de sous-marin nucléaire d'attaque La Perle à 33 ans et pendant un peu plus de 3 ans. Vous avez été comblé, une carrière fulgurante. Pourquoi n'avoir pas continué ? Je pense qu'on avance si on sait se mettre en déséquilibre. Si vous voulez faire un pas, il faut se pencher vers l'avant. Et si vous n'avancez pas la jambe ou le pied, vous tombez. Et la vie est courte, mieux vaut avancer et sortir de sa zone de confort. Travailler dans la marine, dans un sous-marin, c'est particulier, vous nous le rappeliez à l'instant. C'est une ambiance particulière, des sacrifices familiaux. C'est aussi pour cela que vous n'avez pas forcément prolongé votre carrière militaire ? Oh, ça je dirais, c'est l'emballage. Alors, plutôt que de travailler, je préfère le terme servir. On sert son pays, on sert l'entreprise également. Ensuite, je sers l'entreprise familiale maintenant. Et mon beau-père m'a demandé de travailler avec lui. J'ai mis une condition, c'est d'apprendre le métier par la base. Donc je suis retrouvé ingénieur usine au fin fond de l'Alabama après avoir commandé mon sous-marin. Alors quand on est dans un sous-marin, par exemple, je vous ai entendu raconter, vos 2 jumelles, par exemple, vous les avez connues, elles avaient 3 mois, c'est ça ? Exactement, c'était nos aînés. Je suis parti en patrouille. Mon épouse était enceinte et je suis revenu. Nous étions 2 de plus dans la famille. Je ne dirais pas que les 3 premiers mois de la vie des enfants est très facile à supporter, mais bon, j'ai eu le privilège de connaître dès la naissance nos 3 enfants suivants.
Alors, rentrer dans l'entreprise familiale dont votre femme représentait la 7e génération, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Ça ne se refuse pas, donc. Ça peut se refuser. Je ne l'ai pas refusé, avec cette condition que je vous citais. C'est un engagement. Mais alors, ne croyez pas que la famille soit à tous les échelons de la gestion de l'entreprise, hein. Nous sommes 3 de la famille impliqués directement dans la gestion. Je devrais même dire que le seul opérationnel, c'est moi. C'est-à-dire, ce n'est pas une vache à lait pour la famille, c'est une entreprise dans laquelle les 10 000 collaborateurs et collaboratrices contribuent à la construction de l'avenir de l'entreprise. Vous le rappeliez, il y avait aussi cette notion d'engagement, cette volonté de servir le pays différemment que dans l'armée finalement, en rejoignant le groupe Vicat. Oui, l'économie est une des forces vives du pays et agir modestement pour une entreprise française est quelque chose de très exaltant et c'est également du service. Alors vous avez évoqué cette condition que vous aviez mise, redémarrer à zéro si je puis dire. Ingénieur d'usine d'abord, responsable de site, puis des activités donc, de Vicat aux États-Unis. Vous vouliez vraiment faire vos preuves en interne et sur le terrain. Vous estimiez que votre expérience de militaire ne suffisait pas pour que vous ayez tout de suite un poste Là, elle ne suffisait pas, très certainement. Et si vous voulez, lorsque l'on quitte une administration, en l'occurrence l'armée, il faut oublier ses galons. Et si on n'oublie pas ses galons, on va casse-pipe. Ce qui n'est jamais bon pour un militaire. Après ce passage en Alabama, vous revenez en France en 2004 en tant que directeur général délégué à Vicat, puis en 2008 directeur général, et en 2014 vous êtes nommé PDG sur proposition de Jacques Merceron-Vicat, votre beau-père. Comment est-ce que vous avez réagi quand il vous a proposé de prendre la tête de l'entreprise ? Eh bien, j'ai réagi positivement parce que je l'ai accepté. C'était pas une obligation, mais j'estimais que c'était un moyen de continuer à servir et une prolongation. Si vous voulez, un témoin qu'on me demandait de porter jusqu'à la génération suivante. Le fait que vous soyez un gendre, pas un enfant en ligne directe de la famille Vicat, est-ce que ça vous a rajouté une forme de pression supplémentaire de reprendre l'entreprise familiale comme ça ? Maintenant que vous en parlez, je vais me poser la question, mais si vous voulez, j'ai jamais senti de pression particulière. Manager des militaires ou des civils, quels sont les points communs, les points de différence ? N'oubliez pas que les militaires sont d'anciens civils. Et au général Bijard, à qui on demandait pourquoi les militaires sont-ils tous aussi cons, il disait tant que les recrutera parmi les civils, ça ne risque pas de changer. Il n'y a pas de différence fondamentale, il y a un engagement différent. Vous avez sur les bateaux de la Marine nationale, et en particulier sur les sous-marins, vous n'avez que des volontaires. Donc on partage cette même passion. Voilà. Une partie de mon action chez Vicat, c'est de sélectionner des collaboratrices et collaborateurs passionnés par ce qu'ils font, chacun dans leur domaine, et d'apporter cette passion à ceux qui ne l'ont pas encore. On va revenir un petit peu plus désormais sur le groupe Vicat en 2020. Donc sous la présence de votre beau-père Jacques Merceron-Vicat, le groupe Vicat s'est beaucoup internationalisé, notamment au Brésil ces dernières années sous votre présidence au Brésil, depuis 2019. Est-ce que vous avez d'autres développements internationaux à venir ? Alors, vous savez, nous procédons comme le montagnard, par petits pas. Et le montagnard parfois escalade une falaise. Et pour assurer son ascension, il ne lâche jamais, il prend une prise à la fois et ne lâche une prise que si les autres sont assurés. Donc notre développement international qui était rapide et important, parce que notre dernière implantation, comme vous le signalez, était en janvier 2019 avec la prise de contrôle d'une cimenterie à Brasilia, au Brésil. Ça représente 10% de l'activité du groupe. C'est important. Donc nous travaillons au succès de cette implantation avant de passer à l'étape suivante. Nous avons néanmoins
des investissements industriels importants parce que nos installations évoluent. La prise en compte de la transition écologique est quelque chose qui est au cœur de notre politique industrielle, qui réclame des talents mais également de l'argent, et nous continuons à investir dans notre outil industriel pour qu'il soit vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire dans le domaine cimentier. Alors C'est une forme de croissance également, c'est la croissance organique. Vous êtes le dernier groupe cimentier français indépendant en 2020. Si je peux me permettre, je préfère, étant le seul, je préfère le titre premier, Oui. parce que c'est la même chose, c'est plus positif. Ou le seul, alors on va dire, c'est à la fois une fierté, une volonté stratégique de le rester. Alors, c'est un état de fait. Nous sommes nés français, installés, la base de nos opérations est en France. Voilà, c'est un état de fait. Rester français est une fierté. Quel regard vous portez à ce sujet-là sur vos concurrents, notamment on peut penser au groupe Lafarge qui a perdu cette indépendance. Vous n'êtes pas dans une course effrénée à la grandeur, à grandir de manière démesurée. Quel regard vous portez sur ceci ? Alors, je ne peux commenter que ce qui concerne Vicat. Voilà, Vicat a fait un choix de renforcement de son indépendance, et ceci illustre la volonté de mes prédécesseurs, de moi-même et j'espère de mes successeurs. Et cette course, voilà, vous ne voulez pas forcément grandir de manière démesurée. Ce n'est pas l'ambition de Vicat. Alors, le monde cimentier est encore très fragmenté, parce que même le plus grand mondial représente plus de dizaines de pourcents du marché mondial. Donc c'est encore très fragmenté, avec une particularité qui est que les positions peuvent être très fortes localement. Nous sommes une industrie lourde de proximité. Le ciment que nous produisons, qui est notre cœur de métier, est un pondéreux dont le transport est extrêmement coûteux. Il est tout à fait irrationnel, je dirais anti-écologique, de le transporter sur de grandes distances. Donc la particularité du ciment est que c'est une industrie de transformation, une industrie lourde, locale. Nous produisons localement, avec des ressources locales, avec des employés locaux, pour les besoins locaux. Alors, il y a toujours eu une forte priorité à l'innovation au sein du groupe Vicat. Ça a commencé en 1817, il y a plus de 200 ans, avec Louis Vicat qui a inventé le ciment artificiel. Et ça se prolonge aujourd'hui encore. Vous innovez en permanence. Oui, alors, nos racines historiques, donc l'invention à 200 ans, ces racines nous obligent sur deux points qui sont l'innovation et l'éthique. Du comportement, parce que outre l'invention du ciment artificiel, on peut dire que Louis Vicat a inventé ce qu'on appelle maintenant l'open source. C'est-à-dire qu'il a décidé, tout en étant conscient de l'importance de son invention, de sa trouvaille, qui était la découverte de ce qu'on appelle le principe d'hydraulicité. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est ce qui permet de fabriquer du ciment artificiel. Il a décidé d'en faire don à la communauté qui avait payé pour ses études. Donc c'est une belle leçon de comportement. Il n'a pas déposé de brevet. Il a volontairement pas déposé de brevet. Voilà. Alors quelques années après, un Écossais a déposé un brevet sur ce qu'on a appelé plus tard le ciment Portland, de la couleur des falaises de la ville de Portland. Mais l'origine du ciment artificiel, l'invention, et c'est reconnu par la communauté scientifique internationale, c'est Louis Vicat. C'est le fruit d'une chaîne de recherche qui avait été initiée par les Anglais à partir de 1666 et l'incendie de Londres. Les Anglais, qui sont très pragmatiques, avaient décidé qu'une ville ne pouvait pas se construire en bois, parce que le bois brûlait, et ça a été le cas de Londres, c'était dramatique. Et donc il y a eu beaucoup de recherches de scientifiques, d'abord anglais puis internationaux, sur le moyen de trouver un matériau qui soit à la fois, qui soit accessible dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, c'est-à-dire pas trop coûteux dans sa préparation, et accessible partout où on en avait besoin. Et l'invention de Louis Vicat a permis aux villes d'être beaucoup plus durables et aux populations d'être logées avec beaucoup plus de sécurité, tout en faisant faire des économies phénoménales aux villes qui en ont bénéficié.
Donc cette dimension à la fois donc, éthique. Hein. Oui. Je ne dépose pas de brevet parce que j'estime que voilà, j'ai été accompagné, aidé pour... Exactement. Et vous le perpétuez toujours, cette dimension éthique? Avec un engagement fort dans des politiques de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, évidemment. Maintenant, nous déposons des brevets sur nos inventions, ne serait-ce que pour pouvoir les exploiter, parce que le monde a beaucoup changé. Il est courant d'être bloqué dans le développement d'une idée qui est née sur la paillasse de nos laboratoires par d'autres entreprises, d'autres personnes qui trouvent astucieux de breveter ce que vous avez trouvé. Donc on a une politique, comme beaucoup d'entreprises, qui est de protéger nos inventions, avec l'idée parfois d'apporter certains brevets, certaines inventions à des développeurs qui vont ouvrir de nouveaux marchés et faire évoluer l'usage de nos matériaux. Les questions écologiques et environnementales sont au cœur de vos préoccupations depuis très longtemps chez Vicat. Fabriquer du ciment réclame beaucoup d'énergie. Depuis longtemps, vous avez cherché comment réduire la part des énergies fossiles dans vos cimenteries? Oui. Alors, il y a un objectif qu'on qualifie aujourd'hui d'écologique. Il n'est pas nouveau chez Vicat parce que la substitution des combustibles fossiles a commencé il y a plus de 25 ans. Et cette substitution a une dimension économique également, parce qu'elle permet d'économiser l'argent alloué à l'achat des combustibles fossiles. Nous avons accéléré ces politiques et nous sommes à quelques semestres de l'élimination totale de l'usage de combustibles fossiles dans nos usines françaises. J'étais hier sur un site suisse, notre usine suisse de Rushnet, où nous tournons à 100% de substitution énergétique, c'est-à-dire nous brûlons, au lieu de brûler du charbon importé, nous brûlons les parties énergétiques des déchets des métropoles que nous alimentons en ciment. C'est-à-dire on est passé d'une économie très linéaire à une économie circulaire, réellement circulaire. Pour vous donner une image des quantités que ça représente, sur l'usine de Montalieu, qui est l'usine qui a contribué depuis un siècle à la construction de Lyon, qui c'est la plus grosse usine de France, une des plus grosses d'Europe, une des plus grosses cimenteries, j'entends. Nous avons, l'année dernière, valorisé 150 000 tonnes de déchets qui auparavant étaient poussés dans des décharges. Donc ces déchets sont utilisés lorsqu'ils ont une valeur énergétique, lorsque leur chimie est compatible avec nos process. Il y a de très grosses vérifications en amont et évidemment à l'arrivée en usine. Et ces 150 000 tonnes de déchets valorisés pour leur pouvoir énergétique ont permis de substituer et d'éviter l'importation et la consommation de 100 000 tonnes de charbon. Quand vous dites vous avez construit Lyon, on peut citer quelques exemples, là où on retrouve les ciments, les bétons. Les exemples les plus récents qui vont parler aux Lyonnais d'aujourd'hui, c'est la Tour Oxygène, la Tour InCity, pour lesquelles nous avons fourni des bétons. Alors le béton est un mélange de ciment, de granulats, d'eau et de sable, et de poudre de perlimpinpin qui donne des particularités exceptionnelles. Et sur ces ouvrages, qui sont très aériens, très aérés, les bétons sont très performants et cette performance permet de mettre moins de matériaux. Et puis d'autres réalisations un peu plus anciennes Oui, enfin, vous suffit de lever le nez. Vous avez beaucoup de bâtiments que vous pensez être en pierre qui en fait sont en moulage de ciment pron, qui est un matériau d'une beauté incroyable, qui est un ciment naturel que Vicat est le seul à produire aujourd'hui à partir d'une matière première tirée de carrières souterraines sous la Chartreuse. Alors, actualité toute récente, je l'évoquais au début, vous avez annoncé que vous vous associez avec Serfim Recyclage pour reprendre une activité de Cibuat Environnement en Savoie. Ce n'est pas la première fois que vous coopérez avec Serfim. Oui, alors Serfim est une entreprise lyonnaise tout à fait spécialisée dans un domaine complémentaire du nôtre, c'est-à-dire entre autres les déchets et leur valorisation.
Cette collaboration qui prend la suite d'une autre collaboration avec une société que nous avons co-créée, qui s'appelle Terre en Vie, qui valorise, elle, des déchets inertes, mais qui vont remplacer nos matières premières. En fait, c'est une troisième, ça revient, c'est pour l'équivalent d'une carrière, c'est-à-dire le matériau va être transformé pour faire un ciment normal. Eh bien, nous avons repris une affaire que nous avons baptisée Bioval pour sécuriser l'approvisionnement en ce qu'on appelle CSR, combustible solide de récupération, qui est la fraction énergétique des déchets dont je vous parlais. Donc, en sécurisant cet approvisionnement, nous nous préparons à une substitution totale du charbon sur l'usine de Montalieu avant 2024. On a d'autres exemples d'actions sur l'environnement, notamment ce programme circulaire lancé fin 2018 ? Alors, circulaire et la concrétisation de nos actions en matière d'économie circulaire en France. Les actions que je vous décrivais, Terre en Vie, Bioval, en font partie. Comme en font partie des mesures de réutilisation de ce qu'on appelle le granulat recyclé, des expérimentations de valorisation de granulats issus de la déconstruction des bâtiments, c'est-à-dire lorsque vous déconstruisez un bâtiment en béton, vous avez la possibilité de réutiliser une partie de ces matériaux. Nous cherchons à les utiliser de façon noble. Il faut savoir que le béton en place, c'est un puits de carbone. C'est-à-dire le carbone émis à la fabrication du ciment va être, dans la durée de vie du béton, recapté par le béton lui-même dans un schéma qu'on appelle la recarbonatation, c'est-à-dire le CO2. Ce que l'homme a défait pour rendre pratique l'utilisation du matériau, eh bien la nature va le refaire en solidifiant, un peu comme le calcaire est né, le matériau tel quel. Dans la durée de vie d'un ouvrage, je veux dire dans les 70 ans ou 100 ans d'un ouvrage en béton, on évalue à 10-15% le dioxyde de carbone recapté par le béton. Eh bien, en fin de vie du matériau, si nous sommes en train d'évaluer un dispositif qu'on appelle Fast Carb, et ça c'est fait avec le laboratoire des Ponts-et-Chaussées et d'autres entreprises, dont d'autres entreprises cimentières, eh bien nous pensons arriver à capter plus de 50% du CO2 de nos gaz d'exor des cimenteries en accélérant la recarbonatation des bétons concassés, en faisant des granulats qui peuvent être réutilisés dans de nouveaux bétons. Voilà. Sur des paillasses de laboratoire, on monte à 110%. Dans la vraie vie, on espère monter à un taux de recarbonatation de ces bétons qui soit plus important, qui permettent vraiment de durcir ces bétons de déconstruction, d'en refaire des granulats, et ceci peut être envisagé dans un schéma très, très, très long et très circulaire. Guy Sidos, comment est-ce que vous avez vécu au niveau de votre entreprise la crise sanitaire, ici en France et puis dans vos différents pays d'implantation ? Bon, cette crise est un choc, a d'abord été un choc fort pour nos collaboratrices et collaborateurs. C'est une crise absolument inédite, absolument imprévue. Il y a d'abord des matrices de risques. Alors, tous les risques sont coupés en 4. Il n'y a jamais l'arrêt total d'une production pour cause de pandémie n'a été présenté. Pourtant, le risque c'est plus un risque, c'est une réalité. Donc il y a un changement, il y a eu déjà beaucoup d'inquiétudes. Dieu merci, nous n'avons pas eu, parmi nos collaboratrices et collaborateurs, de cas graves. Nous n'avons pas eu de contamination sur le lieu de travail parce que notre action a été d'abord de protéger nos collaboratrices et collaborateurs, protéger nos clients, protéger nos fournisseurs. Et ces mesures ont été prises suffisamment tôt pour être efficaces. Venir dans le groupe. J'ai pris cette décision le 26 février.
et poser la question qu'est-ce qu'un décideur. Un décideur, c'est celui qui décide qu'on change de comportement à telle date et que ce n'est pas discutable. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire dédoublement des équipes, interdiction des voyages, interdiction des réunions, distanciation sociale, enfin tout ce qu'on fait et continue à faire maintenant. Voilà. Lorsque le confinement est arrivé en France, le deuxième mot d'ordre a été de produire. Nos équipes étant protégées, elles ont continué à produire. Je tiens vraiment à leur rendre hommage parce que la réaction de nos équipes en France et partout ailleurs dans le monde, qui a suivi la même dynamique avec parfois un peu de décalage parce que la vague est arrivée progressivement sur les différents pays, eh bien nos équipes ont été absolument formidables et ont vraiment... Quand je parlais d'engagement, quand je parle de passion, quand je parle de service, eh bien on a eu 10 000 collaboratrices et collaborateurs engagés. Alors bien évidemment, nous avons, dans le cadre de la protection, nous avons protégé les plus fragiles très tôt, mais nos sites industriels, partout où ceci a été possible et où ceci avait un sens, ont continué à produire. Et lorsque, lors de revendre est arrivé, eh bien nous étions disponibles pour nos clients, de telle façon qu'on ne rajoute pas au stress de la période que la période a créé sur leurs affaires, on ne rajoute pas un stress qui est lié à la difficulté d'être approvisionné. Voilà. Donc nous avons toujours été ouverts, et ceci quasiment partout dans le monde, une petite interruption en Italie, une petite interruption en Inde, mais nous avons eu comme axe de conduite d'être ouverts pour servir nos clients. Vika, c'est aussi une histoire régionale. On a beaucoup d'implantations et cet été, vous avez déménagé votre siège social de La Défense à l'île d'Abo. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Alors, c'est d'abord un retour aux sources. La crise sanitaire m'a fait prendre conscience de l'inadéquation de notre présence, de la présence de notre siège social dans le quartier de La Défense à Paris. Pour des raisons sanitaires, pour des raisons de fonctionnement, cette crise sanitaire a été le catalyseur, le déclencheur de ma décision de revenir aux sources du groupe. Le groupe est né à côté de Grenoble, à Vif, donc en Isère. Donc nous rejoignons finalement le siège social, rejoint le centre opérationnel de Vika à l'île d'Abo, où autour de nos laboratoires, nous avions environ 450 collaboratrices et collaborateurs qui assuraient les fonctions soutien pour l'ensemble du groupe et les fonctions opérationnelles pour nos activités en France, qui représentent encore un tiers de l'activité. Au-delà de ça, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente presque 25% de l'activité consolidée du groupe. Et si je considère l'ensemble Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse, nous sommes à 40% de l'activité consolidée du groupe. Nous sommes vraiment au cœur du groupe Vika, dans nos activités traditionnelles qui sont le ciment, le béton prêt à l'emploi et le granulat. Et ceci est installé autour de nos laboratoires où nous développons les bétons de demain, les bétons fonctionnalisés, les bétons qui permettent d'éviter l'artificialisation des sols. On changera peut-être un jour le nom béton pour l'appeler bioton, hein, et avec des matériaux de construction à empreinte carbone négative. Et puis il y a un aspect économique aussi, c'est moins cher d'être à l'île d'Abo qu'à La Défense. L'aspect économique est réel. Je pense qu'il y a des économies évidemment, et les économies, l'exemple que je veux donner, c'est d'abord des économies de structure et des économies qui viennent du haut, pour bien montrer aux équipes que nos métiers sont des métiers de terrain, et que je souhaite préserver les sites industriels. C'est un leitmotiv. Je dois ça à nos collaboratrices et collaborateurs. Et donc, ces synergies que nous allons retrouver en rapprochant toutes les équipes sont utiles au groupe. De la même façon qu'il a été utile il y a 50 ans de piloter l'internationalisation du groupe à partir de Paris. C'est très utile. Mais la région nous accueille à bras ouverts, hein, pour sécuriser nos équipes, hein, il faut un certain nombre de conditions. Il faut des régions connectées.
il faut également un bon système scolaire, parce que nos cadres songent à l'avenir de leurs enfants, et c'est heureux. Il faut un bon système de santé, la région a tout cela, et la région nous accueille vraiment les bras ouverts. Alors ce que Vicat a fait, vous pensez que d'autres entreprises pourraient le faire, qui sont nées dans cette région? On peut penser à Danone, on peut penser à Sanofi. Écoutez, moi je ne peux parler que de Vicat. Je sais que je suis très enthousiaste et je suis convaincu que c'est dans l'intérêt du groupe que je le fais. Donc à moi de démontrer que ça marche pour que d'autres suivent. Oui. Mais je n'ai pas de leçons à donner à d'autres entreprises. Hein. Ils sont suffisamment doués, ils ont suffisamment de talent pour prendre ce genre de décision elles-mêmes. Je ne serais pas surpris que les entreprises, beaucoup d'entreprises quittent les grandes métropoles, un peu sur le modèle suisse, où vous voyez des grandes entreprises internationales entre deux champs. Parce que la relocalisation en Isère est quelque chose d'important, mais nous sommes en Isère, nous ne sommes pas en ville. Nous sommes dans une ville nouvelle, certes, l'île des Baux, mais dans une ville où il y a de l'espace. Je vois le Mont Blanc de mon bureau. Pas beau temps. Relocaliser des activités industrielles dans la région, faire venir ou revenir, comme c'est le cas pour Vicat, des centres de décision dans la région, c'est indispensable pour le tissu économique rhône-alpin? Ça, vous le savez mieux que quiconque. C'est, je pense, également indispensable à une transition écologique réussie. Je suis un chaud partisan de la valorisation des ressources locales, des talents locaux. Et lorsque ces ressources et ces talents permettent d'être compétitifs, il faut les privilégier par rapport à des ressources ou talents venant d'ailleurs. Je crois que c'est notre région Auvergne-Rhône-Alpes a énormément d'atouts qui sont reconnus. Eh bien, à nous de mettre tout ça en musique et de démontrer que c'est une réalité économique. Alors, Lyon Décideur va publier en septembre un dossier sur la rémunération des grands patrons lyonnais, dans lequel vous allez apparaître. En tant que PDG de Vicat, vous avez perçu en 2019 une rémunération d'un peu plus d'1 million d'euros. Est-ce que cela vous embête que votre salaire soit publié, ou est-ce que vous dites on est une société cotée, c'est dans le rapport annuel, c'est normal que ça apparaisse, que ça se sache? Je me dis que si vous le publiez, que ça intéresse vos lecteurs, voilà, il y a une très grande transparence sur ces rémunérations, qui sont, je vous rappelle, des rémunérations brutes avant impôt. Et voilà, j'ai vis-à-vis des rémunérations, pas de tabou, elles paraissent toujours trop élevées à certains et trop basses à d'autres. Je ne vous cache pas que je n'ai jamais discuté où j'ai été de ma rémunération. Voilà. Vous avez un comité des rémunérations? Nous avons les comités réglementaires et voilà, c'est pas une question. Vous incarnez la 7e génération des Vicat à la tête de l'entreprise et vous commencez à préparer la 8e génération. On a notamment votre fille Éléonore, étudiante à HEC, qui fait partie du conseil d'administration de Vicat. Est-ce que vous êtes fixé une date pour quitter la présidence? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez déjà? Je n'ai pas fixé de date. Vous savez, il n'y a pas de situation établie. Et la direction d'un groupe industriel est une charge, au sens noble du terme, qui doit aller à la personne la plus apte, semble-t-il, à porter le groupe, à porter le témoin d'une génération à l'autre, pour le plus grand intérêt de l'entreprise et de ses collaboratrices et collaborateurs. Donc il n'y a pas de date, il y a une chance d'avoir effectivement un potentiel de relève dans la génération qui vient, pas uniquement de mes enfants, également, en fait, un certain nombre d'enfants de cette génération, qui sont les miens ou non, qui pourront, pas la candidature, mais dont les profils seront évalués au moment opportun. Un mot pour finir sur la fondation Vicat, qui est présidée par votre femme, Sophie Sidos. Quelles sont les actions de cette fondation? Avec quels moyens agit-elle? Oui. Alors, c'est une fondation, et là
rendre hommage à mon épouse qui préside cette fondation que nous avons créée pour les 200 ans de l'invention du ciment artificiel par son aïeul, cette génération. Cette fondation a un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels la valorisation de l'enseignement que nous a apporté Louis Vicat dans toutes ses dimensions. Et c'est un homme dont les inventions, mais également le comportement, ainsi que nous en parlions tout à l'heure, méritent d'être montrés en exemple. Son nom est sur la tour Eiffel, d'ailleurs, comme parmi les 72 savants qui ont fait la France entre 1789 et 1889. Cette fondation a un rôle également dans les politiques sur le handicap, et donc Sophie Sidos, qui la préside, est très impliquée en Isère dans l'organisation La France une chance et les entreprises s'engagent, qu'elle co-préside la cellule iséroise, et est très engagée dans notamment le handicap, et le handicap arriver à intégrer le handicap dans l'entreprise. Voilà. Et puis, elle a une action sur la protection du patrimoine construit, patrimoine en béton. Très bien. Merci Maxime, merci Guy Sidos. On a été très heureux de vous accueillir. Très heureux de vous offrir donc le numéro 6 de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque. Vous serez donc dans le prochain numéro. On vous souhaite un très bel été. Rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour un autre grand entretien retrouvé dans le magazine, mais aussi ensuite sur www.lyondécideur.com. Très bonne journée, très bel été. Merci, au revoir. Avec Ma Pièce, lieu d'événement pour entreprises, retrouvez chaque mois le grand entretien de Lyon Décideur.